Alors dites-moi, comment je peux vous aider? Quelles questions vous avez? Ma plus grosse préoccupation actuellement, c'est au niveau du titre Coris, Ok, de l'action Coris, je vous l'ai dit. oui, On a constaté que depuis l'annonce des pays de l'AES de se retirer de la CEDEAO, on a constaté que le titre, l'action, pardon, le prix des actions de ces pays-là a commencé à chuter considérablement au niveau de la BRVM. oui. Donc, bon, on ne sait pas quelle sera leur potentielle action concernant le retrait de ces pays-là de l'UEMOA, mais je constate que le titre aussi, et le prix de Coris aussi est en train de chuter. Donc, je me dis que peut-être, est-ce que c'est le bon moment de l'acheter actuellement ou est-ce que il faut patienter encore pour pouvoir avoir ça au meilleur prix? Donc, c'était un peu ma préoccupation, vu que c'est une entreprise, en tout cas, qui m'intéresse beaucoup dans mon portefeuille. Ok. Alors, Coris Bank, je crois que même les prochains dividendes qu'ils vont annoncer seront pas des dividendes fameux. D'accord? Et donc, ça va faire en sorte que le prix de l'action va baisser davantage, même avec les nouvelles qui sont en train de sortir là. Et donc, le même moment pour acheter, je crois, je ne sais pas de timer le marché, c'est d'attendre l'annonce des dividendes et la baisse qui va suivre avant de rentrer. Parce que d'ici cette D'accord. annonce-là, l'action va continuer de chuter, hein. Les gens ne savent pas comment ça va finir. Donc, l'incertitude va faire en sorte que le cours de l'action va plomber. Les marchés boursiers n'aiment pas l'incertitude. Et l'annonce des dividendes, ça va juste empirer les choses. Vous voyez, donc, Ok, je un comprends. moment propice, c'est la baisse qui va suivre l'annonce des dividendes, je crois. D'accord, d'accord. Ok. Maintenant, ça sera pareil pour les autres actions comme Onatel et toutes les sociétés qui sont au niveau. Excusez-moi si je viens de recevoir un appel. Euh, OK. je voulais me connecter sur l'ordi, mais je n'étais pas encore à la maison. Je viens à peine de rentrer, donc je vais essayer de faire ça. OK. Donc, c'est ce que je disais. Je voulais savoir, est-ce que ça sera à peu près pareil pour l'action comme Onatel? Alors, Onatel, je crois qu'elle verse des dividendes déjà bien mieux que Coris Bank. Donc, je ne crois pas qu'à D'accord. l'annonce des dividendes, ils auront, comment dire, le même schéma que Coris Bank, non. Ah, OK, OK, OK. D'accord. Maintenant, là, j'ai une autre question encore. Oui. C'est concerne, je voulais savoir au niveau du système un peu trader. Est-ce que, vu que ces temps-ci, le prix fluctue réellement sur le marché, est-ce que on peut s'aventurer à trader certains titres? Et puis, si c'est possible, comment est-ce qu'on devait, comment on dit, s'y prendre? Alors, le trading, c'est quelque chose que moi, je ne conseille pas, d'accord? D'accord. Mais après, tout est une question de profil d'investisseur. Il y a des gens qui vont se sentir plus à l'aise avec ça parce ils aiment avoir de l'activité sur. Je crois que vous êtes connecté deux fois ou bien. Ah ouais, je me déconnecte avec le téléphone. Voilà. Ok, donc il y a des gens qui C'est- vont se sentir plus à l'aise avec ça parce que ils aiment de l'activité sur le marché, ils aiment prendre beaucoup de risques, avoir beaucoup de positions, être très diversifiés et être en train de bouger tout le temps sur le marché. Donc, tout est une D'accord. question de profil d'investisseur. Vous avez à faire cette introspection sur vous-même pour savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est vraiment investir sur le long terme ou bien faire du trading? Ah, bon, en ce qui me concerne, je vais faire les deux, quoi, parce que euh, je vous explique un peu comment je gère mon portefeuille actuellement. Il y a des entreprises sûres comme Coris où je fais du long terme. Et puis, je m'arrange à garder un peu de liquidité sur le compte pour pouvoir faire des achats du trading. Je fais des achats sur des actions au prix
où je les trouve assez bas et puis après, je les revends. Même quand je fais en tout cas, quand je prends en compte le coût moyen pondéré, si je fais au moins une petite marge bénéficiaire, je pense que ça fait toujours un plus, quoi. Ok. Dans tous les cas, c'est à vous de décider. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'un investisseur puisse avoir deux profils à la fois. Donc, D'accord, décider par exemple de faire du trading et du long terme à la fois, ça, je n'y crois pas. Parce que c'est une question de personnalité. D'accord? d'accord. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux personnalités, à moins d'être schizophrène ou bipolaire. Vous ne pouvez pas Ouais, avoir deux personnalités à la fois. Donc, vous avez à déterminer quelle est votre personnalité en ce qui concerne la bourse. Et donc, ça d'accord. va définir, ça va vous obliger en fait à adopter une certaine stratégie d'investissement. OK. Si vous Mais décidez de c'est que... faire les deux, Mhm. dans la stratégie qui correspond le mieux à votre personnalité, vous aurez d'excellents résultats. Et dans l'autre stratégie, vous allez plutôt battre de l'aile. Ça ne va pas aller mieux que ça, quoi. Vous voyez. Donc, le mieux encore, Ah, c'est de se concentrer sur là où est votre sweet spot. d'accord. Mais faut dire que c'est grâce à vous que j'ai vraiment vite appris la bourse, hein, parce que je peux dire que j'ai ouvert mon compte titre, ça vaut pas... c'est en décembre, dans le mois de décembre que j'ai ouvert le compte titre. Voilà, bon, je me suis inscrit à votre formation. En tout cas, je ne peux pas dire que j'ai fini toute la formation, mais j'ai fait l'essentiel en tout cas. Et puis, en plus de suivre vos vidéos sur YouTube, et aussi au niveau comment on dit, du groupe WhatsApp, où beaucoup d'informations sont partagées, vraiment, ça m'a beaucoup aidé à avoir une certaine assurance, bien que ce soit un milieu un peu nouveau pour moi. Donc, j'ai eu une assurance. C'est vrai que je me dis toujours débutant. C'est pourquoi pour le moment, vous allez me trouver que je suis un peu vague, comme vous l'avez dit, au niveau du profil d'investisseur. Je n'ai pas encore trouvé réellement, bon, on peut dire je suis long terme ou bien trader, mais euh, en réalité, la véritable nature, souvent, on la découvre lorsque on pratique la chose, quoi. Donc, c'est pourquoi. Mais néanmoins, je pense en tout cas que votre formation m'a beaucoup aidé. Ah, ça fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage-là. Ouais, Vraiment. ouais. Vraiment, c'est parce que, bon, peut-être comme vous avez dit, ça passe sur YouTube. Donc, je voulais encourager en tout cas les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans le domaine de la bourse, en tout cas, de beaucoup se former. Parce que la formation, ça permet d'avoir une bonne base et puis la pratique va te donner la confiance et puis va te permettre de découvrir d'autres choses, quoi. Oui. Voilà. Sinon, que concernant le type d'action, bon, il faut dire que je maîtrise à peu près tout aujourd'hui. Mais reste à découvrir un peu sur le long terme, peut-être après 1 an ou 2 ans, je vais essayer de voir quels résultats que j'aurai obtenus et puis voir si j'ai performé réellement sur le truc. Oui. Maintenant, une dernière chose, je voulais savoir, pour quelqu'un qui est encore nouveau au niveau de la bourse, on parle toujours des novices parce que généralement, on remarque que les anciens, ils ont déjà... c'est vrai qu'ils se forment, mais tu sens que ils sont déjà rodés, quoi. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour quelqu'un qui rentre encore, qui est un peu débutant, peut-être moins d'1 an d'expérience? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller de façon pratique pour qu'il puisse améliorer ses résultats? Alors, en bourse, les bases sont tellement fondamentales que vous n'avez même pas besoin d'être expert en fait pour battre le marché. En réalité, respecter juste les bases, ça suffit amplement. Et c'est ça qui pose problème. Même les experts qui ne battent pas le marché, c'est tout simplement parce qu'ils ont omis de respecter les règles de base. D'accord? Oui, Et donc, par exemple, quand vous avez décidé de votre stratégie d'investissement, la chose la plus fondamentale à faire alors, c'est de s'y tenir. Quand vous vous êtes dit, je vais rester sur cette action pendant 5 ans, par exemple, il n'y a pas d'accord. de raison de finalement sortir de cette action si rien ne s'est passé. Donc, Oui, l'action ne oui, se oui. porte pas mal, mais vous sortez quand même. Vous voyez, ce genre de Oui, littéralement bêtises là. Et après les 5 ans, les gens vont se demander, mais sur les 5 ans, je n'ai pas fait grand-chose. Ouais, évidemment, parce que sur les 5 ans, tu as gambadé d'action en action sans conviction. Voilà quoi. ouais.
Donc, avoir vraiment une stratégie et s'y tenir, c'est déjà une chose très importante à faire. L'autre chose, c'est si vous voulez investir sur le long terme, c'est vraiment évaluer les entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc, investir parce qu'on a entendu X, c'est pas une stratégie d'investissement, ça. Donc, D'accord. j'investis parce que j'ai évalué que l'action vaut 1000 francs et que sur le marché, je peux l'avoir à 500 francs CFA. Ça, c'est une raison d'investir dans une entreprise. Donc, voilà juste quelques éléments comme ça, hein, et parce que qui pourraient vous Ok. aider à améliorer vos performances. Ok. Mais une autre chose, je voulais savoir, pour, c'est vrai qu'avec la formation, on a une certaine connaissance, bien que l'expérience n'est pas encore là. Mais je voulais savoir de façon résumée, faire l'étude sur une entreprise, quelles sont les différentes étapes, si vous pouvez nous résumer ça un peu pour qu'on puisse on puisse comprendre comment est-ce quelles sont les démarches à entreprendre pour pouvoir faire l'étude fondamentale d'une entreprise et puis s'il faut investir ou pas là-dessus. Bon, déjà, la première chose à dire, c'est que tout ça, c'est déjà dit dans la formation. Oui, évidemment, je Ok. sais. Ah bon, d'accord, c'est Maintenant, compris, ça marche. Je pour, comprends. pour répéter un peu la formation, c'est en quelques étapes, hein. La toute première Ok, étape, c'est de classifier l'entreprise. Donc, de pouvoir c'est compris. dire, dans les six catégories d'actions, hein, que Peter Lynch nous a fournies, pouvoir dire, Mhm, cette entreprise, par exemple, c'est soit un fast grower, soit un net, donc un asset place, ou bien un turnaround, ou bien un cyclical. Pouvoir faire ce genre de classification-là, c'est la toute première étape. Parce que si vous n'arrivez pas à catégoriser l'entreprise, par la suite, vous ne pourrez, tout le processus est foutu en fait. ouais. Donc, quand vous avez classifié l'entreprise, vous savez de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un fast grower? Est-ce que c'est un net? Est-ce que c'est un slow grower? Est-ce que c'est un stalwart? Est-ce que c'est un turnaround? Est-ce que c'est un cyclical? Vous avez fait cette catégorisation-là. Vous savez à quoi vous avez affaire. Et donc, quand vous savez à quoi vous avez affaire, vous savez maintenant quelle méthode de valorisation il faut adopter. Parce que vous n'évaluez pas une entreprise qui est un fast grower de la même manière que vous évaluez une entreprise qui est un cyclical. C'est un non-sens, c'est aberrant. D'accord? Ouais, Donc, évidemment. c'est la classification qui va déterminer comment vous allez valoriser l'entreprise. Et donc, quand vous avez la classification, vous avez par conséquent, par ricochet direct, la méthode de valorisation. Et quand vous avez Mhm, votre méthode de valorisation, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous valorisez l'entreprise. Vous déterminez sa valeur intrinsèque. Et quand vous déterminez la valeur intrinsèque maintenant, l'étape suivante, c'est d'appliquer une certaine marge de sécurité. Donc, vous évaluez l'entreprise, je dis n'importe quoi, à 1000 francs. Et mhm, vous choisissez votre marge de sécurité. Vous dites, je veux une marge de sécurité de 30%. mhm. D'accord? Ça veut dire que je vais avoir l'entreprise à 30% moins que sa valeur intrinsèque. Donc, ça veut dire à 70% de sa valeur intrinsèque. Donc, si la valeur intrinsèque est à 1000 francs, vous vous dites, moi, je vais l'acheter à 700. Vous voyez? D'accord. On appelle ça de la D'accord. décote. Et pourquoi vous voulez cette décote-là, cette marge de sécurité-là? C'est parce que vous pouvez vous tromper. Évidemment. Parce que dans la valorisation, vous avez peut-être, comment dire, surévalué les choses ou sous-évalué les choses. Et donc, pour rester à l'abri, hein, de ces erreurs-là, vous prenez une certaine marge de sécurité. C'est pourquoi ça s'appelle une marge de sécurité. Ah, je comprends. Littéralement. Donc, vous déterminez votre marge de sécurité et vous déterminez le prix auquel vous voulez acheter votre entreprise, vos actions. Donc, le prix d'achat littéralement. Et donc, vous attendez, vous mettez cette action-là dans votre watch list. Donc, c'est une liste que vous surveillez en fait. Et Mhm. quand l'action va tomber en dessous de votre prix d'achat, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous achetez tout simplement. Là, je suis- C'est tout. Ouais, Tout est straightforward, tout est simple. Juste que les gens aiment compliquer les choses et ne veulent pas se tenir à une seule stratégie et donc ça part dans tous les sens. c'est compris. En tout cas, en tout cas, vous me permettez de pouvoir me réconforter parce que moi aussi, en tout cas, après avoir fini la formation, je me suis dit, mais c'est un truc quand même simple, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses. Souvent, il faut calculer, évaluer, voir, bon, et puis actualiser souvent ces données. Mais je me disais quand même que dans l'ensemble, pour quelqu'un qui suit presque quotidiennement le marché, je pense qu'il peut avoir de bonnes informations et puis savoir comment est-ce qu'il devrait investir. Mais souvent, quand tu es nouveau, tu peux te dire que peut-être que tu as une mauvaise appréhension de la chose, au fait. Ouais. Et
En bourse, pour vraiment réussir, les mathématiques, comme le dit Peter Lynch, les mathématiques qu'il vous faut, ça ne dépasse pas le niveau du CE2 même, hein. Si vous savez Waouh, faire de la multiplication et de la division, c'est fini, c'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire les calculs nécessaires en bourse. waouh, Et vous allez constater que ce n'est ni, hein, comment dire, comment vous pouvez faire des calculs, hein, vous êtes matheux, c'est pas ça qui va vous permettre de réussir en bourse. Et ce n'est pas à quelle vitesse vous avez les informations, parce que même ça, c'est en train de disparaître. C'est pas ça qui va vous permettre de réussir en bourse. Parce que peu importe la vitesse à laquelle vous avez vos informations, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes informations, même peut-être évidemment. quelques minutes avant vous. D'accord? Ce qui est en train de faire la différence de plus en plus sur les marchés boursiers actuellement, c'est Mhm. l'exécution. Autrement dit, Ah, quand vous avez déterminé votre stratégie, à quel point vous vous y tenez. Donc, quand vous savez, par exemple, que telle entreprise a un bon potentiel et va performer de telle manière sur tel nombre d'années, bah, est-ce que vous êtes resté sur les 5 ans qu'il faut? Est-ce que vous êtes resté sur les 7 ans qu'il faut? Parce que plein de personnes ne vont pas. Prenons l'exemple de Coca-Cola. On va me faire rester sur Coca-Cola plus de 40 ans. Dans les 40 ans, il y a eu des quoi? Il y a eu des récessions, il y a eu des crises, il y a eu des guerres, mais aucun de ces événements-là n'a fait en sorte qu'il a vendu une seule action de Coca-Cola. D'accord? waouh. Donc, l'exécution, c'est vraiment, comment on dit, à un moment donné, on disait l'information, c'est le nerf de la guerre, mais maintenant, c'est en train de devenir, l'exécution, c'est le nerf de la guerre, Ah, je littéralement. comprends. Donc, voilà quoi. Ouais. En tout cas, merci pour cet éclaircissement-là. Parce que vraiment, la bourse, c'est quand même quelque chose, hein, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. C'est quand même, ça paraît simple en même temps un peu compliqué parce que, euh, comme vous l'avez dit, si tu suis tout le temps l'évolution du marché, si t'as pas, tu sais pas tu n'as pu déterminer ton profil d'investisseur, c'est sûr que tu vas craquer, quoi. Oui, oui, c'est sûr que tu vas craquer parce que souvent, tu vois, tu es dans des chiffres négatifs, vraiment, ça fait peur. Ouais. Mm. Ok, je pense que j'ai plus assez de questions. Ma préoccupation était vraiment sur Coris Bank, donc vous avez levé cette zone d'ombre-là, vraiment. Merci beaucoup, coach. Moi, par contre, j'ai deux questions pour vous, Ok, ou peut-être une seule question, qui va peut-être aboutir sur une seconde question. Et donc, la ok. question, c'est, ben, qu'est-ce qui vous fait penser que Coris Bank est toujours d'actualité? Pourquoi, malgré Ah, tous les événements qui se passent avec la l'AES, vous pensez qu'on peut toujours ou qu'on doit toujours investir sur Coris Bank, sur d'accord. la BRVM? Ok, moi, mon raisonnement sera simple, hein, pas beaucoup mathématique. Dans le temps, je suivais beaucoup les informations sur la bourse, peut-être les vidéos, tout. Et puis, une fois, je suis tombé sur un Français, j'ai oublié son nom. Il avait dit que, il a donné un conseil pour les choses, son avis sur la bourse. Il avait dit que lui, pour son système d'investissement en bourse, il avait une seule stratégie, au fait. Cette stratégie-là, c'était quoi? C'est que lui, quand il prend une entreprise, la seule chose qu'il cherche à comprendre, c'est de savoir est-ce que c'est une entreprise étatique ou bien si c'est du privé, au fait. Et quand c'est du privé, quels que soient les événements qui arrivent, les gens, ce gars-là va jamais accepter que son entreprise chute, au fait. Et en plus de cela, quand j'ai étudié les choristes avec de façon basique, hein, j'ai vu que c'était quand même une entreprise solide qui pouvait résister à beaucoup de choses, à toutes ces crises-là, au fait. Parce que je me dis, quelles que soient les décisions qui seront prises, même quand ils vont sortir de l'UOMOA, quand l'entreprise est sûre, c'est clair, il y a toujours de bonnes solutions. Il suffit d'être patient, c'est tout, quoi. Et puis aujourd'hui, avec moi, dans ma conception des choses, je me dis que la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, dans le fond, c'est quand même un seul pays, hein, parce que quitter ici pour aller au Burkina ou au Mali, au pire des cas, pour son argent, je ne pense pas que ça soit trop cher payé, si ça vaut le coup, en tout cas. Ok. Donc, par exemple, un truc que les gens ne mesurent peut-être pas bien, c'est la pire des choses qui peut arriver là maintenant aux entreprises de l'AES sur la BRVM, c'est de se faire décoter. D'accord? Oui, C'est par exemple qu'ils oui. disent, bon, on quitte le mois, et donc s'ils décident de quitter le mois, qu'il y a une sanction qui quitte quelque part et qu'ils disent, bon, si vous quittez le mois, vous quittez aussi la BRVM. D'accord? Alors, Mhm. ces deux événements ne sont pas, comment dire, mécaniquement liés. C'est pas parce qu'ils quittent le mois qu'ils quittent aussi directement la BRVM. Je ne crois D'accord. pas que ce qui est autant de, enfin, contingence entre.
dans le système. Mhm. Mais ça, c'est la pire des choses qui peuvent arriver. Enfin, qui peut arriver, qu'il décide, enfin, qu'il quitte la BRVM. Et donc, s'il quitte la D'accord. BRVM, il y a des procédures qui sont en place. D'accord? Donc, soit l'entreprise, si c'est elle-même qui décide de quitter la BRVM, par exemple, elle va faire quoi? Une offre publique de rachat de ses actions. Ah, D'accord? d'accord. Donc, Mhm. et l'offre publique de rachat des actions, les gens vont te dire, mais qu'est-ce qui te fait penser que le prix qu'ils vont proposer pour acheter les actions, ce sera un bon prix? Parce que comme je l'ai dit encore une fois, il y a des procédures qui sont en place. Celui qui fixe le prix de l'action, ce n'est pas l'entreprise, c'est une entité tierce, d'accord, qui est prévue par le régulateur et qui va venir déterminer l'action, la valeur des actions. Et donc, si dès le départ, vous avez investi dans Coris Bank parce que vous pensez que c'était décoté et que ça avait du potentiel, évidemment, vous vous en sortez très bien quand il décide de racheter les actions. D'accord? Oui. Maintenant, s'il ne décide, si c'est pas, comment dire, ce n'est pas même qui décide de quitter la bourse et que c'est la BRVM qui, par des sanctions, les fait sortir, par exemple. Dans ce cas, encore, il y a un régulateur, la BRVM, où les régulateurs ne vont pas agir de sorte à nuire aux investisseurs qui ont des positions sur cette entreprise-là, n'est-ce pas? Et c'est ça Évidemment. tout l'avantage d'être dans un marché régulier, en fait. D'accord? Alors, un autre pire truc qui pourrait arriver, c'est qu'il reste sur la BRVM, mais que derrière les États du Sahel décident de créer une monnaie et que cette monnaie-là ne soit pas arrimée, d'accord, à une devise très stable, comme l'euro, par exemple. Mhm. D'accord? Parce que c'est ça tout le pouvoir du franc CFA. C'est ça qui fait sa stabilité, en fait. Ok. Donc, qu'il fasse une monnaie comme le Naira du Nigeria ou bien le CD du Ghana, et donc qui fluctue, on ne sait pas suivant quoi, et qui perd énormément de la valeur par rapport à l'euro et donc par rapport au franc CFA. Et donc, évidemment, ça va impacter ces entreprises-là, sur la valeur de ces entreprises-là sur la BRVM. Ça, c'est direct. Mais la question à se poser ici, c'est ces entreprises de l'AES, en réalité, ils ont déjà vu l'impact que le Naira a eu sur l'économie du Nigeria et l'impact que le Syrie a eu sur l'économie du Ghana. Donc, Ghana. voilà. Donc, la question, c'est quelles sont les chances qu'ils décident d'aller bêtement faire les mêmes erreurs que ces économies-là. Donc, voilà quoi. Et Non, vous pouvez déjà voir que c'est des gens en fait qui écoutent, d'accord? C'est des gens qui mhm. se font accompagner par la Russie, c'est des gens qui se font accompagner par la Chine. C'est pas des gens qui décident juste sur des coups de tête de faire des trucs par eux-mêmes, d'accord? Donc voilà quoi. Donc ça, les éléments que je viens d'énumérer là, c'est, on va dire littéralement les pires choses qui peuvent arriver. Et vous pouvez voir que dans chaque cas, les downsides sont complètement limités. Donc, pour les gens qui se posent toujours la question, est-ce que mon investissement est encore risque? Qu'est-ce qui n'est pas On entend. limité? Je panique, est-ce qu'il ne faut pas vendre? Bah, vous avez vos réponses. Évidemment. Ouais, Évidemment. Non, vraiment, merci beaucoup parce que, mais moi, je me dis aussi que pour quelqu'un qui investit sur le long terme, il a quand même. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est vrai que j'essaye de faire quelques petits trading, mais dans le fond, je suis plus basé sur le long terme. Je me dis que c'est de l'argent que je mets pour pouvoir, comment dire, faire de l'épargne, au fait. Donc, peut-être pour les retraites, un truc de ce genre. Donc, pour quelqu'un qui veut faire réellement du long terme, comme vous l'avez dit, on prend l'exemple de Coca-Cola, vous avez vu toute cette période de 40 ans, ce qui a pu bien se passer. Si les investisseurs de Coca-Cola ont pu quand même tirer du bénéfice, je pense que ça ne sera pas le contraire ici à notre niveau aussi, quoi. Vu que l'Afrique a quand même beaucoup de ressources encore, donc il suffit simplement de croire en nos ressources et puis de travailler pour pouvoir atteindre nos objectifs, c'est tout. c'est tout. Tout investissement intelligent doit être de l'investissement à long terme. C'est la définition même du mot investissement. Ça veut dire sacrifier le présent pour jouir dans le futur. Et Dans donc, le futur. voilà, donc il y a un délai entre le présent et le futur. Donc quand on commence par vouloir raccourcir ce délai-là, ce n'est plus tellement de l'investissement. D'accord? C'est là que vous voyez les gens s'exiger des performances. Ils veulent faire du 200% l'an, ils veulent rentrer dans des trucs Ponzi. Ça, c'est pas de l'investissement. D'accord? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est lent et c'est long. C'est ça l'investissement. Littéralement. D'accord. Merci beaucoup, coach.